Tu m'entends? Oui, oui, oui. Alors on vous rassure, c'est pas un confinote, hein, on vous fait vraiment ouvrir les guillemets et tout, on va développer, mais on est quand même confinés, nous. Ouais, c'est ma faute. Oui, vas-y, explique aux gens. Bah, je suis un cluster, désolé. Oui, tu pourrais t'excuser. Bah, je m'excuse d'avoir peut-être contracté le Covid à cause de mon comportement irresponsable. J'ai honte, mais en même temps, je pense que c'est aussi un peu la faute du gouvernement qui a pas pris ses responsabilités. Ah bah ça c'est facile, ça c'est toujours de la faute du gouvernement, hein. Bah oui, c'est le principe de l'émission de dire que c'est la faute du gouvernement. Ah, oui. Bon bah d'ailleurs on va faire ça, tiens, allez go. Bon bah vu qu'on est coincé là, on va quand même parler du Covid. Ouais, bah on va faire un point sur la politique sanitaire du gouvernement, même si on sait qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Oui c'est vrai, selon Manuel Valls, le seul vrai sujet c'est la lutte contre l'islamisme. Bon moi hier à Auchan j'ai mis du jambon au rayon halal donc j'ai pas de leçon à recevoir de ce côté là. Par contre on arrive quand même à 1 million de morts du Covid dans le monde donc c'est sans doute un peu le moment de faire un petit bilan d'étape. Un peu partout les mesures restrictives se durcissent à nouveau et un peu partout les populations affectées par ces quelques mois de pandémie et de restriction des libertés s'organisent, manifestent comme à Berlin ou ce samedi à Londres, une journée de manifestation qui s'est soldée par l'arrestation de 37 manifestants. Chez nous, ça c'est un samedi normal, mais pour eux, j'imagine que c'était un samedi agité. Alors nous aussi, on en a en France des anti-masques, mais le phénomène est encore restreint. Il y a à peu près 80% des Français qui sont pour le port du masque à la fois en intérieur et en extérieur. Il va y en avoir à peu près 16% qui vont dire, bon, ok, il y a certaines fois où en extérieur, c'est un peu trop poussé les obligations. Et il y en a à côté de ça 4% qui sont à la fois contre le port du masque en intérieur et en extérieur. Donc c'est quand même un phénomène qui est assez marginal à l'heure actuelle. Antoine Bristiel a publié une première enquête sur ces anti-masques et cette enquête nous apprend pas mal de choses. Parce que j'avoue qu'on a tendance à les juger un peu vite, les anti-masques, hein, à partir de gens comme ça par exemple. Le masque est un rituel satanique. C'est un peu gros comme titre. Et bien pourtant, je vais vous expliquer pourquoi c'est un rituel satanique. On a voulu en savoir plus et on a interrogé directement notre camarade Asclépios, hein, qui est médecin et youtubeur. Est-ce que tu es dans un complot donc pédosatanique pour forcer les gens à porter des masques? Je pense que c'est la question que les Français se posent aujourd'hui, c'est la question auquel il faudrait répondre. Non, on n'est pas dans un complot pédosataniste, je vous rassure. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur. C'est un rituel des pédosataniques. Vous savez ça? Un acte de soumission. Alors vous l'avez sans doute déjà vu, hein, la vidéo de cette meuf qui va certainement se faire radier de l'ordre des médecins. Là. Ouais, mais figurez-vous qu'il y a quand même des gens qui la défendent. Comme par exemple ce tweetos qui a répondu « Cette manie des médias de caricaturer les anti-masques pour tuer tout débat me gêne profondément. Je suis mesuré, plutôt centriste politiquement, tout en étant révolté par le port du masque en extérieur pour des raisons scientifiques et philosophiques. Interviewez-nous. » Et nous, vu qu'on est un peu des petits cons. Eh ben on l'a interviewé. Ah bah d'accord, ok. Ah mais du coup là c'est une vidéo là qu'on fait carrément. À partir du moment où on est contre cette position, notamment en extérieur, on passe uniquement, enfin, pour soit un conspirationniste, soit un type qui croit que la Terre est plate, etc. Et je trouve ça un peu dommage de tuer tout débat dans l'œuf comme ça. Jérémy ne se définit pas comme un anti-masque, mais il a des doutes, notamment sur l'utilité de nous imposer le masque en extérieur. En fait, c'est l'absence de pragmatisme et d'efficacité plus que et le côté imposition en fait qui me dérange. C'est plus ce côté-là en fait. En tant que médecin, le mouvement anti-masque, c'est-à-dire des gens qui refusent obstinément pour des raisons de principe le port du masque, c'est infime. Autant des petits détails, des points sur lesquels ils peuvent insister sur l'intérêt du masque ou machin, ou des petites vidéos YouTube dont on nous reparle, ça j'en ai plein. Ça, j'en ai plein. Des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah bah oui, mais bon, le masque, la fumée passe. » Alors j'ai réessayé en croisant, comme ils disent à la télé, en le mettant bien comme ça. Et ben ça passe toujours. Alors je me suis dit, si les gens sont assez cons pour ne pas se poser de questions. On ne sait pas ce qu'ils mettent dedans ou machin. Et on l'a par petites pointes où les gens disent « Ah quand même, il y a quand même une polémique, il y a quand même un débat là-dessus. » Donc c'est pas une mesure qui peut être acceptée sans rien dire. Le port du masque, c'est pas très contraignant. Ah bah justement, ça c'est un autre débat, mais moi je trouve, moi j'aime bien voir les visages des gens, je trouve ça angoissant qu'on me rappelle que l'autre est un virus potentiel tout le temps. Pour un virus, et on parle d'un virus, ok, il est mortel, etc. Mais on reste quand même dans des équilibres, il faut relativiser quand même. Tu vois, on parle pas d'Ebola qui tue 10 à 15% des gens qui le touchent. On parle d'un virus effectivement qui est dangereux. Là, tu as un discours qui est très très proche donc, de ceux que tu appelais les vrais anti-masques,
Qui est de relativiser l'épidémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque on va dire, pic épidémique, à chaque grippe, on va devoir reporter tous les masques. L'étude menée par Antoine Bristiel nous a appris entre autres que ces anti-masques actifs sur les réseaux, comme Jérémy que nous avons interrogé, étaient bien souvent des gens tout à fait installés, intégrés. La proportion de cadres y était 2 fois plus importante par exemple que dans la population générale. C'est des résultats qui sont étonnants parce que quand on dit on les défiant, les personnes, on va se figurer davantage des classes populaires, en gros le mouvement des Gilets jaunes, mais ça montre aussi, et ça je pense que c'est un phénomène vraiment important, c'est que on a dans la population une majorité des Français qui est défiant envers les institutions politiques. Et c'est pas seulement les classes populaires, ça peut être aussi des personnes que l'on peut considérer comme extrêmement bien intégrées dans la société, mais qui sur certains points vont se mobiliser parce que ça les touche plus particulièrement qu'à un autre point. Donc je suis même pas étiqueté politiquement et je il n'y a pas plus dans le système que moi. Je suis un pur produit de l'ascenseur républicain, etc. Donc je suis juste j'ai juste besoin en fait d'avoir des décisions logiques et cohérentes et que je puisse comprendre pour vraiment les respecter. Et encore une fois, je les respecte, c'est ça qui est terrible. Mais... Et après, pourquoi ces personnes elles vont se mobiliser sur les réseaux sociaux? Le point principal, c'est leur très forte défiance qu'elles peuvent avoir envers les différentes institutions politiques, envers les institutions médiatiques, qui a pu être aussi nourrie par la communication du gouvernement sur la question des masques, où au départ, dans un contexte de pénurie, le masque était pas recommandé parce qu'on était trop bête même pour savoir comment le mettre. Et je pense que c'est aussi un phénomène qui est beaucoup plus large, une défiance qui est importante envers les institutions politiques, envers les institutions médiatiques et qui se manifeste à cette occasion-là chez des personnes qui valorisent énormément leur liberté individuelle davantage que les mesures sanitaires qui peuvent être prises. En fait, je suis plus un libertarien pragmatique. Et puisqu'il est pragmatique, Jérémy revient souvent sur l'utilité concrète du port du masque en extérieur, et il est vrai que la question se pose. Le port du masque en extérieur, grosso modo, c'est très faible. C'est-à-dire que il y a très peu d'aérosolisation, c'est quelque chose de très aéré. Donc l'intérêt du port du masque en extérieur, c'est très faible. Par contre, ça permet un truc qui est relativement simple, c'est d'éviter de casser les couilles aux commerçants. Que grosso modo, tu vas dans une ville, dans un hypercentre, là, tu dois foutre ton masque à chaque fois que tu rentres dans la boutique truc, la boutique machin. Et c'est-à-dire que le vigile de Monop, machin, t'es obligé de dire, il faut mettre le masque. Ah, mais j'ai pas mon masque. Ah, mais vous nous faites chier. Et gna gna, et gna gna, et gna gna. L'intérêt du port du masque, c'est une mesure sanitairement qui est faible, en extérieur, mais qui sur le social, le commerce, est quand même relativement forte. Ça, donc y compris en matière d'ordre public en fait. Ça, on a des chiffres là-dessus, parce que moi je pars du principe qu'une personne qui porte pas le masque en intérieur, je vois mal en quoi le fait d'être obligé de le porter en extérieur. Au contraire, je pense que c'est plutôt des gens qui vont chercher des stratagèmes derrière pour jamais le porter. Si on résume, le mouvement anti-masque est faible, mais la défiance est grande. D'autant plus grande qu'on ne peut pas dire que la stratégie du gouvernement soit très claire. Prenons un exemple concret, les universités. En gros, il y a une circulaire qui a été publiée le 7 septembre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui dit, en somme, je vous le résume si vous n'avez pas envie de lire les circulaires du ministère, qui dit respecter les distances sociales si c'est possible. Et en fait, dans beaucoup de facs, ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve avec des amphithéâtres bondés, des salles de TD, donc de travaux dirigés, pleins. Moi, la plupart des enseignants que j'ai eus sont très énervés d'abord, parce qu'ils comprennent pas, en fait. Ils disent, mais ils ont eu tout l'été pour préparer la rentrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a quatre scénarios qui ont été élaborés avec la conférence pour faire face à cette rentrée. J'ai l'impression qu'ils vivent dans un autre monde, quoi. Je peux pas expliquer leur non-action, je sais pas. C'était très prévisible en réalité. On a des facs qui sont remplis, surtout à la rentrée, surtout pour les L1, on le sait depuis des années. Il y a une sous-dotation de l'université publique en France, on le sait depuis des années. Tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas nouveaux, ce sont des éléments sur lesquels le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aurait pu travailler pendant cet été. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tous ces niveaux d'organisation sont des niveaux d'organisation qui dépendent en réalité même pas des présidents d'université, mais beaucoup plus des facultés et des directeurs de départements de formation. C'est eux qui organisent les emplois du temps. En fait, tout ça, ce sont des lieux de propagation du virus et c'est ça qui nous inquiète en fait. Et c'est ça qui inquiète aussi les ARS, pour en avoir parlé récemment avec ma collègue Caroline Coquedorge qui s'occupe de la santé à Mediapart. Les ARS sont très concernés
par ce qui se passe dans les universités, qui sont des vrais lieux de contamination, de propagation du virus, quoi. Et cette impréparation est d'autant plus incompréhensible que le temps est compté. Les tests prennent du temps, l'attente est longue et les résultats arrivent souvent bien tard. C'est plus compliqué qu'il y a 3 semaines ou 1 mois. Et la situation ne devrait pas s'améliorer avec la pénurie de réactifs, ces composants chimiques indispensables aux tests PCR. Dans les hôpitaux qui vont devoir encaisser ces nouveaux afflux de patients, la situation est également compliquée. Il faut comprendre aussi que la situation est différente de celle du mois de mars, puisqu'en mars, on manquait de matériel, de masques. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le personnel. Il faut par exemple une infirmière pour 6 patients. Et le problème, c'est que ce personnel, il est fatigué, donc il y a de l'absentéisme. Certains sont contaminés par le Covid. Du coup, la PHM a donc lancé cet appel. Elle a déjà fait appel à la réserve sanitaire, mais ça n'est pas suffisant. Des mesures vont devoir être prises pour éviter l'engorgement. Il va falloir interdire les rassemblements, même familiaux. Il va falloir fermer des lieux de travail, des établissements scolaires, toujours avec un coup de retard. Oui, il va y avoir ces mesures-là qui vont être mises en place, de plus en plus dures, et qui vont aboutir à un confinement. Le véritable problème, c'est qu'on a 15 jours de battement, en fait, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que la situation sanitaire, tu la constates, tu mets en place des mesures, ça n'est efficace qu'au bout de 15 jours. Donc si tu prévois pas, c'est-à-dire si tu organises pas un truc ou une structuration en disant ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et on va avancer, tu peux pas fonctionner. S'il y a des mesures qui doivent être mises en place, il faut qu'elles soient mises en place tôt et en amont de la saturation de ce système. Après là, si tu anticipes, ta crise se voit pas, donc tout le monde s'en fout. Si tu n'anticipes pas, à ce moment-là, il y a une meilleure acceptabilité des mesures et ça justifie l'ensemble du truc. Ça va trop loin par rapport à ce que moi, à titre personnel, je peux supporter effectivement en termes de... Au-delà de leur caractère folklorique, qu'ils soient complotistes aux zinzins ou libertariens pragmatiques, les anti-masques ont le mérite de politiser cette crise sanitaire. Jusqu'où acceptons-nous d'être gouvernés? Quelle est la juste place de l'État? Quelle est sa responsabilité? Quels sont ses devoirs? Quelle est notre responsabilité? Et jusqu'où pouvons-nous faire confiance à cet État, à ses politiques? Ce qu'on oublie un peu en temps normal, c'est que plus les années passent et plus la confiance dans les institutions politiques, elle baisse. Donc, c'est pas un phénomène dont on parle régulièrement, c'est pas quelque chose dont on se rend compte parce que même on arrive, les institutions arrivent tant bien que mal à fonctionner malgré une augmentation assez importante de la défiance. Donc là, c'est sûr que ça met ce phénomène en lumière, mais c'est quelque chose qui existe déjà auparavant et qui est assez central dans le fonctionnement de nos démocraties. Le manque de lisibilité des choix effectués par nos gouvernants risque de ne rien arranger. Dans Libération, Christian Lehmann, un médecin qui s'interrogeait lui aussi sur la stratégie du gouvernement, en est venu à formuler une hypothèse. Selon lui, Macron aurait fini par faire le choix de l'immunité collective, comme Boris Johnson avant lui. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le dire? Peut-être l'a-t-il fait pour de bonnes raisons, auquel cas il faudrait l'expliquer, le justifier. Les soignants vont peut-être devoir retourner au front et en attendant, les entreprises improvisent, les enseignants bricolent. Les étudiants que j'ai eus, ils sont perdus en fait. Et ce ne sont pas les seuls. Pour l'instant, ça tient, le système de santé tient, l'économie tient, le gouvernement tient et les Français suivent les consignes. Mais pour combien de temps? Les prochains mois vont être cruciaux. À lundi prochain. Bon, j'ai reçu les résultats hier et en fait, j'ai raté le test. T'as raté le test? Ouais, j'ai pas le Covid, quoi. Ah! Bon, ça veut dire que je peux sortir dans les bars ce soir. Ouais, c'est bon. De toute façon, ça tombe bien, j'ai déjà fait hier. Moi aussi. Mais c'est pas clair aussi, hein, la politique sanitaire du gouvernement, là, vraiment. Ouais, Agnès Buzyn en démission.